Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de religion et de consommation du porc en Égypte antique avec Yuri Volokhin, que j'ai le grand plaisir de recevoir. Il est égyptologue, maître d'enseignement et de recherche en histoire des religions à l'université de Genève. Si vous aimez la vidéo, mettez un petit thumbs up. N'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous pour avoir les notifications dès qu'une vidéo sort. Écoutons-le, c'est parti. Bonjour Yuri Volokhin, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter, me dire qui vous êtes? Qui je suis, voilà. Alors, je m'appelle Yuri Volokhin, j'enseigne l'histoire des religions à l'université de Genève depuis longtemps déjà. Je suis historien des religions et égyptologue, c'est-à-dire je suis historien des religions spécialisé en égyptologie. J'ai aussi une formation d'égyptologue et je dirais que mon champ de recherche actuel porte sur ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie historique, c'est-à-dire que je m'intéresse à des questions de nature anthropologique mais posées dans le champ de l'Égypte ancienne. Quelle est l'évolution du culte d'Aton dans la société égyptienne de la XVIIIe dynastie? Est-ce qu'il y a eu une progression sur plusieurs décennies de cette croyance, ou est-ce qu'Akhenaton a inventé et placé le culte d'Aton au premier plan? Bon, alors cette question sur le culte d'Aton, il y a plusieurs choses à dire. Bien sûr, il y a des aspects innovateurs que Akhenaton a placé autour de tout cet intérêt qu'il a consacré à Aton, une figure où il se focalise sur cet aspect de la divinité. En fait, il y a une part d'invention, mais il y a aussi une figure solaire préexistante, mais il va en faire quelque chose d'autre. Alors, on ne peut pas réellement dire que il y a des choses qui anticipent dans la société de la XVIIIe dynastie ce que va faire Akhenaton, si ce n'est une importance centrale du dieu solaire. Akhenaton va focaliser toute son attention sur une figure dont Aton, c'est un diminutif, si vous voulez, c'est pas le nom de l'entité, et va vraiment se focaliser sur celle-ci en mettant les autres divinités de côté. De ce fait, on ne peut pas réellement dire qu'il y a une évolution tout au long de la XVIIIe dynastie. C'est au contraire quand même un aspect d'innovation, alors qu'ils se font assez rapidement, en plusieurs années. Ils forgent en quelque sorte la théologie d'Aton au fur et à mesure, jusqu'à produire la version, je dirais, finale, lorsqu'il est dans sa nouvelle capitale de Akhenaton. En fait, est-ce que Aton était le seul dieu, la seule divinité présente, ou est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, alors la question sur l'état des croyances à l'époque amarnienne, ça implique de poser un peu la question fortement débattue du monothéisme. Maintenant, il faut voir une chose, c'est que dans les textes théologiques, le grand hymne, le petit hymne, il y a une vision monocentrée sur le dieu, sur Aton. Ce sont ces textes-là qui sont affichés. Maintenant, dans le culte, c'est le cas aussi. Maintenant, dans la tête des gens, alors là, c'est beaucoup plus difficile de savoir exactement ce qui pouvait se passer. Il y a fort à parier que ce n'est pas en quelques années que l'ensemble du pays a adopté le culte d'Aton. D'ailleurs, ailleurs qu'à Tel El Amarna, il se passe des choses, somme toute, bien différentes. Même à Tel El Amarna, on a remarqué dans des maisons privées qu'il y avait encore la présence des divinités domestiques du foyer, telles les Bès et d'autres. Donc ça montre que les gens avaient encore un attachement à d'autres entités divines. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que dans le culte général, il n'y a pas que Aton qui est l'objet de tous les regards, c'est surtout le roi qui est le dieu à adorer par le peuple, ou même la famille royale. Donc, en quelque sorte, il se met surtout, lui aussi, en avant. Donc, si on veut regarder les croyances globales à l'époque amarnienne, il faut aussi tenir compte du fait que c'est la figure royale de la famille, de son entourage, qui est un objet de culte en soi. Je souhaiterais également savoir s'il y avait un début de philosophie en Égypte antique. Est-ce qu'il y avait une pensée sur l'origine du monde ou sur l'âme, par exemple, qui était un peu plus indépendante du discours religieux? Alors, ça dépend, qu'est-ce qu'on appelle philosophie? D'abord, la philosophie, c'est une affaire grecque, c'est un mot grec, c'est une chose grecque. Alors ça n'arrivait pas en Égypte, non. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pensait pas et qu'il ne réfléchissait pas. Alors bien évidemment, il le faisait.
mais il ne le faisait pas comme pouvaient le faire Platon ou Aristote, avec une élaboration de concepts et autres. C'est pas comme ça que les choses se passaient. Il y a une pensée. C'est pas une pensée qu'on pourrait qualifier de libre, parce que cette notion d'ailleurs n'a pas grand-chose à faire en Égypte ancienne. Ça s'énonce dans le cadre du pouvoir, généralement, de l'élite au pouvoir, qu'elle soit royale, sacerdotale et autres. C'est là que l'on pense. Et cette pensée, elle s'exprime de manière diffuse dans toute la documentation que l'on peut avoir. Hein. C'est la pensée qui est le nerf constitutif de la culture pharaonique. Et alors, il y a là-dedans, alors la question était un peu à tiroir, une réflexion sur l'origine du monde, bien sûr, qu'on trouve dans des textes cosmogoniques, par exemple. Origine du monde, où c'est l'entité qui crée le monde va être le dieu solaire. Bon, voilà. Et également, il y a une réflexion, mais peut-être dans un autre cadre, notamment dans un cadre qui peut être lié à l'anthropologie funéraire, une réflexion sur ce qui constitue ce que nous appellerions l'âme. Là encore, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'âme en Égypte, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs composants de la personnalité. Il y en a qui sont présents pendant la vie, et puis il y en a d'autres qui vont surtout se manifester après la mort. En tout cas, tout ça est très pensé par les Égyptiens. Ils l'ont même mise en scène de manière littéraire. On a un dialogue entre l'homme et puis un aspect composant de sa personnalité qu'on appelle le bas. Donc il y a une réflexion et un usage littéraire de cette réflexion sur le fait qu'il y a quelque chose qui compose la personne humaine, et qu'il y a des éléments matériels et des éléments immatériels. Alors voilà pour les âmes en Égypte, un certain nombre. Donc du coup, qui était indépendante du discours religieux. Non, alors il y a une chose qu'il faut dire, la catégorie discours religieux, elle n'est pas toujours extrêmement probante en Égypte, dans la mesure où tout ce qui émane du pouvoir émane d'une institution religieuse. Si on veut la qualifier de ce type-là, le pharaon, c'est un prêtre, en somme, rien d'autre. Donc finalement, faire une séparation en Égypte entre les textes qui seraient profanes et les textes qui seraient sacrés, bon, alors bien sûr, ça peut fonctionner si vous voulez, mais si vous avez une liste de poutres de bois qu'on peut trouver sur des ostracas, on va dire ok, c'est pas un document religieux, mais bien souvent, même dans les textes dits littéraires, la pensée qui s'exprime, elle participe de la théologie dominante. Donc le religieux en Égypte, c'est quelque chose de diffus et qui est dans l'ensemble de la société. On ne peut pas le séparer vraiment. Alors la dernière question vient de Mohamed, qui se demande si la consommation de porc était déjà interdite en Égypte antique. Oui, alors poser une question sur le porc. Alors effectivement, j'ai écrit un livre sur le porc en Égypte ancienne. Je n'ai pas écrit ce livre parce que je suis passionné par les cochons plus que par d'autres animaux, mais parce que ce que je voulais poser comme question, c'est sur la question des interdits alimentaires. Or, il se trouve, et on le sait bien, qu'il y a deux religions importantes, l'islam et puis la religion juive, où l'on ne mange pas de cochon, et dans l'ensemble des discours autour de ces religions, eh bien, il y a un discours sur l'impureté d'une certaine façon de ces animaux. Et si on se porte sur l'Antiquité, on se rend compte que les auteurs antiques avaient déjà soupçonné qu'il y avait quelque chose de comparable en Égypte. Le porc aurait été impur, selon Hérodote, en Égypte. Ça, c'est le début de pourquoi j'ai travaillé là-dessus. C'est simplement de questionner l'ensemble des discours autour du cochon en Égypte, pour se rendre compte, au final, que si le cochon pouvait, dans certains cas, être considéré comme impur, c'est-à-dire impur comme le seraient d'autres animaux, comme l'âne d'ailleurs, qu'on ne mange pas non plus d'ailleurs, pour autant, il n'y a jamais eu en Égypte de ce qu'on pourrait appeler un interdit alimentaire tel qu'il pourrait exister en islam. Mais il se trouve que parfois, tel ou tel animal peut être pris en mauvaise part, on pourrait dire, et puis on va le retirer de l'alimentation pour certaines raisons. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui arrive spécialement aux cochons. Ça peut arriver à bien d'autres animaux en Égypte qui peuvent être retirés de l'alimentation. En fait, le porc est même la viande de choix en Égypte. En revanche, cet animal ne convient pas à une certaine forme de dignité, c'est-à-dire que ce n'est pas un aliment de prestige.
Et on tend à partir d'une certaine époque, en tout cas, à ne pas le représenter, ni même à en parler. Alors, si on regarde les représentations de la 18e dynastie, on a beaucoup de troupeaux de cochons, hein, ça c'est certain. Mais pour autant, ce n'est pas une viande de choix comme offrande. L'offrande de choix, c'est la viande de bovidé, par exemple. Bon, le porc comme aliment n'est donc pas prohibé en Égypte antique, a priori. Non, le porc n'est pas prohibé en Égypte antique, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les discours autour du cochon en Égypte, il peut se construire un discours qui s'enracine dans les mythes, où on considère comme néfaste l'animal parce qu'il aurait dévoré quelque chose d'interdit. Donc c'est un animal qu'on peut soupçonner d'avoir un aspect ambivalent, funeste, donc il peut être mal vu. Et c'est ça qui est intéressant dans la construction historique des discours sur les animaux, c'est-à-dire que mythologiquement, le cochon peut être mal vu dans la mythologie égyptienne. Et cette mythologie n'est pas forcément toujours en lien direct avec l'idéologie alimentaire. L'idéologie alimentaire, c'est ce que l'on décide de considérer comme aliment de choix ou comme aliment de seconde zone, ou rejeté, ce qui peut arriver aussi. Est-ce qu'il y aurait un ouvrage que est-ce qu'il y a un ouvrage que vous aimeriez mettre en avant? Bon, alors, parmi les travaux auxquels j'ai participé en ce moment, mettre en avant, j'aimerais bien peut-être parler du livre collectif qu'on a écrit et publié sur la barbe, barbe et barbu dans le Proche-Orient ancien et moderne. C'est une enquête diachronique sur l'histoire de la barbe, du port de la barbe, de la valorisation, au contraire du rejet possible. Et donc, il y a un chapitre sur l'Égypte, auquel j'ai écrit une contribution, Rune Njord également. On parle aussi de Mésopotamie, du monde hittite, et ça va jusqu'au monde arabe ancien et contemporain, puisqu'il y a même des articles sur le port de la barbe prôné par l'État islamique. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez vaste, et ça fait partie de ce type de travail qui m'intéresse, des enquêtes comparatistes sur des objets anthropologiques liés au corps notamment. Donc tout ce qui concerne le corps, l'alimentation, c'est aussi un sujet qui m'intéresse, ça fait partie du corps, hein. Donc c'est des choses sur lesquelles je travaille actuellement. Et donc pour tout le monde, si vous voulez en savoir plus sur l'ouvrage, le lien sera sous la vidéo, n'hésitez pas à aller cliquer pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Merci beaucoup, c'est vraiment, vraiment sympa de votre part d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Alors merci à vous. Et ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous. Et moi aussi, voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà, alors, on peut se dire au revoir alors. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aussi vous avez des questions pour les égyptologues, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je leur soumettrai les questions et puis ils vous répondront. À bientôt.